Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant du SsangYong Torres. Cette marque ne vous dit peut-être pas grand-chose. Eh bien, ne vous inquiétez pas, nous allons la découvrir ou redécouvrir ensemble. Mais avant, je vous invite à nous soutenir face à l'impitoyable algorithme de YouTube, à l'aide de pouces bleus, de commentaires, de partages sur vos réseaux sociaux et bien sûr d'abonnements accompagnés de la petite cloche de notification. Ensemble, nous le vaincrons cet algorithme. Et d'avance, je vous en remercie. Allez maintenant, place à l'essai de ce SsangYong Torres. SsangYong, ça ne vous dit donc peut-être pas grand-chose. Eh bien, sachez qu'il ne s'agit pas d'une marque chinoise ou japonaise, mais bien d'une marque sud-coréenne comme Hyundai, comme Kia. Et même celle-ci, c'est la plus ancienne marque automobile du pays. Son histoire est particulièrement mouvementée et ça la rend diablement intéressante. Elle a été fondée en 1954 sous le nom de Dongwang Motor. Il faut se remémorer qu'un an à peine après la fin des hostilités avec la Corée du Nord, la Corée du Sud est un des pays asiatiques les plus pauvres. À l'heure de la reconstruction, Dongwang se tourne logiquement vers tout ce qui est utilitaire, c'est-à-dire la construction de moteurs, la construction de camions, la construction de bus, et à partir de 1964, la construction de jeeps sous licence. Rebaptisée SsangYong en 1986, la marque se lance dans la fabrication d'automobiles en 1988 avec une Jeep CJ7 rebaptisée Corando, un nom qui perdure encore à l'heure actuelle dans la gamme. Avec la crise financière qui touche l'Asie en 1997, SsangYong est en très grande difficulté financière. À l'image de Kia qui a été poussé par le gouvernement sud-coréen vers Hyundai, SsangYong le sera vers Daewoo. Malheureusement, en passant successivement entre les mains de Daewoo, de la SIC, actuel propriétaire de MG et de Mahindra, SsangYong n'aura jamais trouvé un partenaire suffisamment avancé technologiquement et suffisamment fort financièrement pour pouvoir lui assurer une évolution aussi rapide que ses compatriotes. À nouveau en difficulté financière à la fin des années 2010, le gouvernement sud-coréen souhaite refaire de SsangYong une marque 100% nationale. Et c'est ainsi qu'un consortium financier baptisé KG a repris les activités de la marque, changeant par là même son appellation de SsangYong à KG Mobility, KGM. Enfin ça c'est transitoire pour l'instant. Tout le réseau garde le nom SsangYong, le site internet reste SsangYong, sur la voiture il est écrit encore SsangYong, mais à partir de la prochaine génération qui sera électrique, on va voir apparaître le nom de KGM à la place du logo SsangYong. Mais bon, je ne vais pas vous en raconter plus que ça, parce que l'histoire de SsangYong est encore beaucoup plus grande que ça, mais on n'est pas dans un cours d'histoire, on est là pour découvrir ensemble ce modèle, le Torres. Et nous allons commencer par le design. Il y a quelques années d'ici, le PDG de SsangYong lui-même avait déclaré qu'il ne voulait plus produire les voitures les plus laides du marché. J'invente rien, il l'a vraiment dit. Et il faut bien avouer que malgré d'indéniables qualités et des rapports prix-prestation des plus attractifs, les SsangYong étaient quand même jusqu'à il y a peu de vrais repoussoirs. Les Axion et Rodius en sont de parfaites illustrations. Même si elles sont devenues plus jolies avec le temps, il faut quand même bien avouer qu'elles restaient quand même un peu fadasses. Mais avec le Torres, il semble que SsangYong a enfin trouvé la bonne recette. Lorsqu'on regarde le Torres sous cet angle, il présente une allure indéniable de Land Rover, en un peu plus déluré. Son long capot horizontal reçoit un bossage évocateur et ses ailes sont gonflées pour dynamiser toute la partie avant. J'apprécie également la calandre dans laquelle le pare-choc vient s'imbriquer au travers de sa partie en plastique brut. Les phares s'intègrent à la calandre et les feux de jour vont simuler d'abord une rondeur avant de se prolonger en ligne droite vers les ailes. Mais le petit détail qui m'a fait sourire en découvrant le véhicule hier, ce sont ses poignées. Elles n'ont pas d'utilité technique, mais elles témoignent du soin dorénavant dédié à l'esthétique par la marque. Le profil est tout aussi travaillé et surtout tout aussi réussi. Les ailes avant et arrière, elles sont très bien marquées. Ça permet de dynamiser le profil. Les montants A et B vont reprendre un gimmick très actuel qui est d'être en noir pour être noyé dans la surface des vitrages. Ça permet d'alléger la ligne, mais surtout ça permet de mettre en valeur le montant C qui est contrasté, à l'image de ce qu'on retrouve chez Land Rover. Le mimétisme va même jusqu'à proposer un case façon moto qui va venir s'y accrocher. Mais ça, c'est pour l'instant pour l'Asie. En Europe, on n'y a pas encore droit. Ce design permet de masquer la longueur réelle du véhicule et la longueur réelle du porte-à-faux arrière. Et ça permet alors de supprimer cet effet sac à dos qui notamment touche le Tivoli XL. Mais ce que j'apprécie le plus à titre personnel, c'est la partie arrière, avec ce haillon qui va simuler la présence d'une roue de secours. Ça n'a absolument aucune utilité autre que de jouer la carte du design en mode baroudeur. Cette excroissance ne nuit pas à la visibilité ou à l'encombrement, mais elle donne un look résolument aventurier à la face arrière qui est bien souvent la partie la plus difficile à dessiner sur un véhicule. Pour couronner le tout, on a des feux LED qui vont se la jouer un peu à l'ancienne, avec un design de rectangle posé sur la hauteur.
Cette face arrière, elle dégage un parfum d'aventure, ce qui est le bienvenu dans la catégorie des SUV qui sont de plus en plus tirés vers le côté urbain. Dès 2024, le Torres pourra disposer d'une variante électrique, la EVX. Elle utilisera alors une batterie LFP de 73,4 kWh brut, tout droit venu de chez BYD, qui avant d'être une marque automobile est surtout une marque spécialisée dans la conception et la fabrication de batteries. À l'heure actuelle, on ne dispose que de très peu d'informations sur cette variante, si ce n'est que son autonomie WLTP devrait avoisiner les 450 km. Pour l'heure, une seule motorisation est disponible sous le capot du Torres et elle carbure au sans-plomb. Il s'agit du EX GDI 150T. Inauguré en 2019 sous les capots du Corando et du Tivoli, ce 4 cylindres tout en alu de 1497 cm3 bénéficie de toutes les sophistications techniques actuelles. Distribution par chaîne avec calage variable pour l'admission et l'échappement, injection directe, turbocompresseur et bien évidemment le filtre à particules. Cette mécanique moderne 100% maison délivre 163 chevaux et surtout 280 Nm de couple des 1500 tours par minute. Ce moteur peut être accouplé à une boîte de vitesse mécanique ou une boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple et dans les deux cas, elles compteront 6 rapports. La puissance est transmise aux seules roues avant, mais il est possible d'opter pour une transmission intégrale semi-permanente pour les versions à boîte automatique. Le supplément est alors de 2 000 €. En combinaison avec la généreuse garde au sol de 19,5 cm et deux porte-à-faux plutôt raisonnables, ça laisse présager de belles aptitudes pour le hors-piste, sans pour autant envisager de faire du crapahutage extrême façon Suzuki Jimny. Le nom Torres lui-même vient du parc national Torres del Paine en Patagonie, un endroit au relief sauvage où la main de l'homme semble ne jamais avoir posé le pied. Avant de vous parler du prix du Torres, et vous allez avoir une sacrée surprise, je souhaite remercier très chaleureusement toute l'équipe du garage Chu by Autosphère. Ils sont concessionnaires officiels SsangYong, mais également Skoda et Seat en région liégeoise. Vous trouverez toutes leurs coordonnées dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture, et allez savoir, ce sera peut-être un SsangYong Torres comme celui-ci. Chose promise, chose due, parlons donc un peu des finances. Le SsangYong Torres est affiché à partir de 36 490 € en finition de base Amber. Avec sa climatisation automatique Bizone, son système multimédia avec écran de 9 pouces, sa connectivité filaire Android Auto et Apple CarPlay, sa caméra de recul, mais également ses capteurs de stationnement à l'avant, à l'arrière et ses jantes en alliage de 17 pouces, cette finition d'accès n'est pas du genre dépouillé. Et pour 2 500 € de plus, vous montez au deuxième niveau de finition sur 4, le Quartz, lequel va ajouter la sellerie et le volant garni de cuir, le chauffage pour les sièges avant mais également pour le volant, le système de navigation, le système clé main libre et le passage en 18 pouces pour les jantes en alliage. C'est une version particulièrement intéressante, d'autant plus qu'elle est la première à pouvoir disposer de la transmission intégrale. Tout en haut, on retrouve la Forest Edition, comme ici, et la Saphir, qui en plus d'un niveau d'équipement archi complet, comprennent d'office la boîte automatique. Elles sont respectivement affichées à 44 490 € et 45 490 €. Enfin, la garantie est typique de la marque avec une couverture de 5 ans limitée à 100 000 km. Le Torres joue dans la catégorie au-dessus du Corando de la dernière génération dont il reprend l'excellent châssis. Le diamètre de braquage reste très contenu avec seulement 10,8 mètres. Il en va de même pour la masse à vide de seulement 1498 kg pour la version à traction. Ajoutez-en 30 pour la boîte automatique et 90 pour les 4 roues motrices. Le SsangYong Torres n'a pas encore été essayé au jeu des crash tests de l'Institut Euro NCAP. Cependant, son donneur technique, le Corando, s'y est attelé et y a décroché la note maximale de 5 étoiles sur 5 en 2019. Il y a signé des scores de 88 et 85%, respectivement pour ses occupants adultes et enfants. Cette grosse poignée décentrée laisse à penser qu'on a affaire à une malle à l'ancienne qui s'ouvre de manière latérale avec ses charnières là-bas. Et bien que nenni, ce n'est que du look. On a affaire à un haillon tout à fait à l'ancienne qui s'ouvre vers le haut. Malheureusement, vous voyez que l'ouverture est un peu lente. L'accès à bord est assez simple grâce à la grande ouverture bien large. Cependant, le seuil de chargement est un peu trop haut. Le volume disponible est bluffant avec 703 litres en configuration 5 places. En conservant quasiment le même empattement que le Corando, mais en s'allongeant de 25 cm, le Torres fait la part belle à l'espace pour les bagages. La modularité se borne à un espace de rangement sous le plancher et à la traditionnelle banquette arrière asymétrique en deux parties. Une fois les deux dossiers rabattus, le volume disponible est de 1662 litres. Malgré la garde au sol qui est bien généreuse, l'accès à bord reste facile, même pour les petits gabarits comme moi. Pas besoin donc de marchepieds latéraux pour s'installer à bord. Et une fois qu'on y est, on dispose d'un espace qui est particulièrement généreux, ce qui n'est pas étonnant non plus pour un SUV familial de 4,70 m de long.
Eh bien, le constat est le même à l'arrière, avec énormément de place disponible. On a énormément de place pour les jambes. Grâce à cette forme un peu spécifique du pavillon, on a énormément de place pour la tête et la largeur est suffisante pour accueillir 3 adultes. Le confort à l'arrière est très ferme. Qu'on soit sur les places latérales ou du centre, la banquette se révèle quand même très dure au niveau des rembourrages. Celui du centre, lui, souffrira un petit peu également de la présence de tunnel central qui, fort heureusement, n'est pas trop envahissant, mais il est quand même présent. Au niveau des petites attentions à l'arrière, on est vraiment gâté. On a des aumônières, on a droit à des recharges USB, un accoudoir central, des porte-gobelets, des rangements dans les portes, des stores au niveau des vitres, mais on a également une banquette qui est inclinable selon 2 niveaux. Les surfaces vitrées se montrent particulièrement généreuses, ce qui, combiné avec les montants A qui sont un peu verticaux, permet de bénéficier d'une excellente visibilité périphérique, sauf bien sûr en 3/4 arrière à cause de l'épais montant C. Mais il faut savoir que le Torres est fourni 2 séries avec la caméra de recul, mais également les capteurs de stationnement à l'avant et l'arrière. À partir du 2e niveau de finition, on va rajouter les détecteurs d'angle mort, mais également l'alerte de trafic latéral arrière. Quant à la caméra 360 degrés, quel que soit le niveau de gamme, elle est malheureusement absente. Le design intérieur reste tout à fait fidèle à ce que SsangYong nous propose depuis pas mal d'années, avec quelque chose qui ne s'inspire pas de la concurrence, et c'est un dépaysement qui fait du bien. On retrouve donc une certaine austérité avec des lignes bien rigides, mais également un côté plus démonstratif, avec des inserts en aluminium, en carbone, avec des inserts lumineux, et tout ça donne un ensemble qui s'avère au bout du compte assez harmonieux. Et tout ça s'accompagne d'une qualité de fabrication qui n'a rien à envier à ses compatriotes Hyundai et Kia. On a des matériaux moussés sur le dessus qui sont bien épais, bien endurants. On voit qu'en dessous, on a des matériaux plus rigides, évidemment, mais ceux-ci sont vraiment épais, ils sont robustes. On a un assemblage qui est sans faille. Non, c'est vraiment très réussi à ce niveau-là. Et les aspects pratiques ne sont pas oubliés, avec énormément d'espace de rangement, dont malheureusement celui de la console centrale n'est pas refermable. On a également de quoi recharger son téléphone par réduction, lorsque celui-ci est évidemment équipé de la recharge sans fil. L'habitacle fait également la part belle aux écrans. Le premier est celui d'Evolu Système Multimédia et il fait 9 pouces. Il affiche une très belle résolution, une belle luminosité, de très beaux contrastes, vraiment à ce niveau-là il est impeccable et sa réactivité est sans faille. Malheureusement son ergonomie est un peu à l'ancienne, de même que sa présentation. Fort heureusement, on peut y connecter sans aucun problème son Android ou son iPhone à l'aide du câble. Ça, c'est super facile et c'est le système que je préfère car on permet de bénéficier alors de la même interface quel que soit le véhicule qu'on va réutiliser. Ici, le système est en mode filaire. Le deuxième écran fait face au conducteur et remplace le traditionnel compteur à aiguille. Et il fait 12,5 pouces selon la brochure. Mais ça, c'est un petit mensonge parce qu'en fait, il s'agit de 3 écrans disposés les uns à côté des autres. Mais c'est vrai que c'est totalement invisible de voir qu'il y en a plusieurs, l'un à côté de l'autre. On a 2 écrans plus traditionnels sur le côté, mais celui du centre affiche une résolution vraiment au top et permet de commander toute une série d'éléments de la voiture, comme la gestion de l'ordinateur de bord et autres. Intégré de cette manière-là au tableau de bord, il permet de se dispenser d'une casquette supplémentaire et permet d'améliorer la visibilité vers l'avant. On a vraiment ici affaire à un exemple parfait d'ergonomie réussie. Le 3e et dernier écran ne se trouve pas sur le tableau de bord. Ce n'est pas un afficheur tête haute, ce n'est pas un HUD. C'est un élément qui se trouve ici dans la console centrale et qui permet de commander la climatisation, les sièges chauffants, les sièges ventilés, le désembuage de la vitre arrière, le mode de conduite sélectionné. Alors je ne suis pas spécialement chaud quand c'est tactile, quand ce sont des écrans supplémentaires, mais sa lisibilité est vraiment excellente, il est super intuitif, très rapide d'usage, on ne perd pas du temps à le regarder pour régler l'un ou l'autre élément. Je trouve qu'en termes de design, en termes d'ergonomie, il est vraiment, et de manière très étonnante, il est vraiment au top. C'est un des mieux pensés à ce niveau-là. Le dernier endroit où finalement on va retrouver des boutons, c'est sur le volant, où il y en a plein qui sont disposés un peu les uns à côté des autres, façon calculatrice Casio des années 80. Et franchement, en termes d'usage, c'est super facile. Les logos sont super simples, l'utilisation est hyper facile, c'est vraiment très réussi. SsangYong a réussi à faire un véhicule qui en termes d'ergonomie est vraiment très simple, accessible à tous, alors qu'on a la multiplication de fonctions. Donc vraiment SsangYong, bravo pour ça. Les sièges sont en fin de compte ce qu'il y a de plus classique dans le Torres. On a des rembourrages qui sont beaucoup plus prévenants qu'au niveau de la banquette arrière, que ce soit pour le fessier ou le dossier. Le dossier est quand même un petit peu plus raide que pour les fesses. On a un excellent maintien latéral ici et également un bon maintien pour les cuisses. La position de conduite est un mix un peu entre celle d'une berline et celle d'un SUV, mais on a quand même l'impression d'être assis très haut comme dans un véhicule qui est prêt à l'aventure. Et en parlant d'aventure, je vous propose d'aller visiter à présent les pistes liégeoises avec moi. C'est parti! Au démarrage, la sonorité du 1500 turbo se rapproche étonnamment d'une mécanique diesel. Fort heureusement, les niveaux sonores et vibratoires sont ceux d'une mécanique à essence.
Le 1500 turbo permet au Torres d'atteindre les 100 km/h en 9,5 secondes et une vitesse maximale de 191 km/h. Avec de tels chronos, le Torres n'est en rien un véhicule sportif, ce qui est tout à fait normal au vu de sa gamme. Cependant, sa masse relativement faible, 1498 kg à vide pour la version à boîte manuelle, lui permet de disposer d'une certaine vivacité. La boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple se signale par sa grande douceur et sa capacité à toujours sélectionner le rapport adéquat, au point finalement d'en oublier le sélecteur manuel au volant et au levier. Niveau châssis, le Torres se montre particulièrement dynamique. On a un train avant qui répond vraiment très bien, un train arrière qui suit sans broncher, il se fait oublier. On a une direction qui est très légère, qui manque de retour d'information, mais malgré ça, on a un véhicule qui respire un peu le dynamisme et il est vraiment très agréable à mener. Sur autoroute, comme ici, on a un véhicule qui est vraiment super stable, il ne bouge absolument pas. Le vent traversier ne le fait absolument pas vaciller de droite à gauche. Il garde son cap sans aucun problème. C'est vraiment très bien. Le seul élément qui me dérange moi personnellement un petit peu, peut-être que c'est une question d'habitude, eh bien c'est ce volant à double méplat, un en bas, un en haut, qui lors des manœuvres, parfois on se demande un petit peu où est la main, mais je pense que c'est une question d'habitude. En dehors des surfaces bitumées, notre version à 2 roues motrices ne peut pas évidemment faire de miracle. Cependant, grâce à sa grande garde au sol, elle peut quand même passer à pas mal d'endroits. Si vraiment vous avez besoin de motricité ou de tracter régulièrement, je ne peux que vous recommander d'opter pour les 4 roues motrices. Abordons maintenant un sujet des plus importants pour ce type de véhicule, le confort. Il y a tout d'abord la suspension. La suspension a reçu un réglage spécifique pour nous Européens, plus axé vers le dynamisme, ce qui lui permet de mieux maîtriser le roulis, la plongée, le tangage, le pompage. Alors, à ce niveau-là, il faut bien avouer que c'est vrai qu'on a un véhicule qui est bien dynamique à conduire, bien agréable, mais qui en même temps arrive à très bien gommer les défauts de la route. On sent vraiment que la suspension travaille très bien. Cependant, son travail n'est pas facilité par la monte pneumatique en 20 pouces de cette finition haut de gamme. On a privilégié l'esthétisme par rapport au confort, ce qui fait qu'on sent bien qu'effectivement la suspension travaille, gomme les gros défauts, mais quand on a vraiment des petits défauts vraiment tout nets, là on les ressent. Heureusement, on a des sièges qui sont vraiment très confortables, on a un rembourrage qui est très prévenant pour les fesses, un peu plus dur pour le dossier, mais on est très bien calé à l'intérieur et on est vraiment bien confortablement installé pour pouvoir rouler. À l'arrière, la banquette étant un peu plus dure, le confort est légèrement plus sautillant, plus secouant. L'insonorisation est très réussie à mon goût. J'ai fait de l'autoroute tout à l'heure et j'ai pu remarquer qu'en roulant aux allures légales, on n'a pas du tout de bruit aérodynamique qui apparaît. Le moteur, s'il se fait entendre lorsqu'on fait des fortes charges, par exemple comme ici, ça reste relativement discret, mais c'est le seul moment où on va vraiment l'entendre. Mais je vous dis, ça reste discret. Par contre, à allure stabilisée sur l'autoroute, il se fait totalement absent. La seule chose qu'on va pouvoir entendre, ce sont les pneumatiques, les Hankook, qui eux vont faire quelques remontées. Lorsque la surface est de belle qualité, on les entend pratiquement pas. Lorsqu'on a des surfaces un peu plus granuleuses, comme des chemins de remembrement, là effectivement, on a quelques remontées, mais ce n'est jamais envahissant et ce n'est jamais fatigant, surtout pour conduire. Donc vraiment, le SsangYong Torres est très bien travaillé à ce niveau-là. Donné pour 8,5 litres en consommation mixte, soit l'équivalent de 194 grammes de CO2 par kilomètre, notre SsangYong Torres traction à boîte automatique a consommé 8,9 litres au cours de cet essai, dont notre protocole vous est expliqué dans la vidéo dont le lien s'affiche ci-dessus. Avec son réservoir de 50 litres et une consommation autoroutière aussi entre 6,5 et 7 litres, l'autonomie devrait avoisiner les 700 km. La dernière SsangYong qui m'ait été permis d'essayer, c'est le Corando de la précédente génération. C'était en 2014 pour un achat personnel. Eh bien, que de chemin parcouru en 10 ans seulement! Si le sérieux de la fabrication, la sécurité passive et la richesse de l'équipement étaient déjà à niveau, le compromis entre les aspects dynamiques et le confort a fait un bond de géant. Certes, d'autres constructeurs font mieux, mais eu égard à son tarif, le Torres frappe fort. Mais le plus important, c'est qu'il corrige le principal défaut de la marque qui existe depuis presque toujours. Il est beau. Le Torres est le tout premier véhicule de la marque à pouvoir être qualifié en même temps de beau, d'élégant et avec du caractère. Je lui souhaite de devenir ce que le CX-5 a été pour Mazda en 2012, le véhicule du renouveau. C'est tout le mal que je souhaite à SsangYong et à ce très réussi Torres.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez le principe. Le petit pouce bleu, l'abonnement avec sa cloche de notification, le commentaire et le partage sur vos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez également suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux, Facebook en tête, mais également sur notre site internet qui est 100% gratuit et 100% dépourvu de publicité. Car n'oubliez pas, pour Fabien comme pour moi-même, cette vidéo est un pur hobby. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!